Bonjour mes chers élèves, je me présente, je suis Jamel Babaye, professeur principal émérite des SVT au lycée Mahmoud Messadi Bardou. Je fais partie de l'équipe de Madame Nejia Dridi, inspectrice générale des SVT sur Tunis 2. Dans le cadre du thème numéro 1 de la reproduction et santé et le chapitre 2, la fonction reproductrice chez la femme, je vous présente aujourd'hui le rôle des hormones sexuelles au cours d'un cycle. Notre plan pour cette séance d'apprentissage, donc la synchronisation entre le cycle ovarien et le cycle utérin, le contrôle du cycle utérin par les ovaires, l'origine des hormones ovariennes et leur mode de sécrétion, l'action des hormones ovariennes sur l'utérus, et on terminera par des évaluations. Donc, mettons en évidence la synchronisation entre le cycle ovarien et le cycle utérin, déjà vu dans la séance d'apprentissage précédente. Nous avons ici le cycle ovarien parallèlement au cycle utérin. Donc, pendant la phase folliculaire du cycle ovarien, il y a croissance du follicule tertiaire en follicule mûr et c'est synchronisé avec la phase menstruelle qui marque le début du cycle et la phase post-menstruelle du cycle utérin. Donc, la phase folliculaire du cycle ovarien et on précise est synchronisée avec les phases menstruelles et post-menstruelles du cycle utérin. Alors que pendant la phase lutéinique du cycle ovarien, à la suite de l'ovulation, il y a formation, développement du corps jaune qui dégénère à la fin d'un cycle sans fécondation, parallèlement avec la phase prémenstruelle, qu'on appelle aussi phase sécrétrice du cycle utérin. Donc les événements du cycle ovarien et ceux du cycle utérin sont synchrones. Ce qui nous amène à penser que l'un des deux organes fonctionne sous le contrôle de l'autre. Et donc, on va émettre comme démarche scientifique deux hypothèses. Soit que l'ovaire ou bien les ovaires contrôlent l'utérus, soit que l'utérus, c'est lui qui contrôle les ovaires. Donc, des expériences et des observations nous permettront de dégager lequel des deux cycles agit sur l'autre. Contrôle hormonal du cycle utérin. Observation et expérience. On démarre par une observation au niveau d'une femme atteinte d'un cancer de l'utérus, comme vous le voyez ici. Donc, dans l'obligation, elle devrait subir une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Cette ablation n'est pas suivie par la suspension du cycle ovarien, mais le cycle reste normal avec les deux phases et l'ovulation. Donc, en conclusion, l'utérus ne contrôle pas l'activité cyclique des ovaires et de cette manière, on peut rejeter l'hypothèse 2. On passe à des expériences réalisées sur des lots de souris femelles pubères qu'on analyse. Donc, pour le premier lot, il s'agit de souris témoins pour comparer avec. Donc, le résultat, un développement normal de l'utérus et un cycle utérin avec les différentes phases. Donc, chez cette souris, il y a une synchronisation normale entre le cycle ovarien et le cycle utérin. Dans le deuxième lot, l'ablation des deux ovaires, qu'on appelle aussi ovariectomie ou castration bilatérale, provoque l'atrophie de l'utérus, la suspension du cycle utérin, avec absence de toute variation de l'épaisseur de l'endomètre, donc un blocage total de l'utérus. En conclusion, les ovaires contrôlent le développement de l'utérus ainsi que son activité cyclique. Et ça permet de valider la première hypothèse. Le troisième lot, la souris femelle castrée a subi une greffe sous-cutanée des ovaires. Le résultat, un développement normal de l'utérus avec reprise du cycle utérin. Donc, les perturbations ont été rétablies.
En conclusion, les ovaires contrôlent le développement normal de l'utérus et son activité cyclique à distance par voie sanguine. Sur le quatrième lot, nous avons injecté la souris femelle castrée par des extraits ovariens. Il y a développement de l'utérus avec prolifération de l'endomètre tout le long de la période des injections sans aucune variation cyclique. Donc les ovaires contrôlent le développement de l'utérus et son activité cyclique à distance par l'intermédiaire des hormones ovariennes qui sont sécrétées d'une façon cyclique dans les conditions normales du cycle ovarien. Quelles sont les hormones ovariennes? Quelles sont leurs origines et leur mode d'action? C'est le volet qu'on va étudier maintenant. Donc les ovaires sécrètent deux hormones ovariennes, l'œstrogène et la progestérone d'une manière cyclique. Ici, les résultats des dosages des taux de ces deux hormones. Donc, on remarque que l'œstrogène est sécrété tout le long du cycle. D'accord? Donc, certainement que c'est l'œstrogène qui est responsable des caractères sexuels secondaires. Ça ne pourrait pas être la progestérone qui n'est sécrétée seulement dans la deuxième moitié du cycle. Et vous savez, tant que l'hormone est responsable de l'apparition et du maintien des caractères sexuels secondaires, son absence va provoquer la régression de ces caractères. Donc, logiquement, c'est l'œstrogène qui est responsable de ces caractères sexuels secondaires. Cette hormone est sécrétée avec un taux croissant au début de la phase folliculaire jusqu'à la fin de cette phase où on note la présence d'un pic important, assez rapide, vers le 12e jour d'un cycle normal de 28 jours, qui atteint ou dépasse un peu 250 picogrammes par millilitre. Un deuxième pic marque la phase lutéinique qui est plus faible mais plus large. Il est étalé sur cette phase avec un maximum vers le 21e jour. Ce pic ne dépasse pas les 150 ou bien de 180 picogrammes par millilitre. Pour la progestérone, le taux est pratiquement nul au début du cycle, c'est-à-dire pendant la phase préovulatoire, alors que cette hormone présente un pic large, important, pendant la phase lutéinique, au milieu de cette phase. Donc, pour l'origine de ces deux hormones, rappelons-nous un peu des structures présentes à chaque phase du cycle ovarien pour mettre en relation avec le taux de ces deux hormones. Pendant la phase folliculaire ou préovulatoire, nous avons le follicule tertiaire qui évolue en follicule mûr. Donc, parallèlement, le taux d'œstrogène augmente. Le follicule mûr est parallèlement observé lorsqu'on a un taux très important et rapide d'œstrogène. Donc, ce qui nous amène à penser que ce sont les follicules en croissance à l'origine de l'œstrogène. Pendant la phase lutéinique, le taux est plus faible, mais plus large. Il corrèle avec le développement du corps jaune, puis sa régression. Pour la progestérone, le taux il est nul, pratiquement nul, pendant la première moitié du cycle. Donc, les follicules ne sécrètent pas la progestérone. Par contre, cette progestérone a une sécrétion proportionnelle au degré de développement du corps jaune. Donc, cette hormone pour l'œstrogène est sécrétée au cours de la phase folliculaire par les cellules folliculaires de la granulosa et les cellules de la thèque interne, alors que pendant la phase lutéinique, l'œstrogène est sécrété par la thèque interne du corps jaune. Pour la progestérone, elle est présente sous forme d'un seul pic pendant la phase lutéinique. Cette hormone est sécrétée par les cellules lutéales du corps jaune et elle caractérise cette phase. D'ailleurs, dans certains ouvrages, vous trouvez la phase lutéinique avec l'appellation la phase progestative. Donc, regardez maintenant la synchronisation des cycles ovariens et du cycle utérin avec l'action des hormones ovariennes pour les deux phases du cycle ovarien sur les phases du cycle utérin. Pendant la phase folliculaire, c'était l'action de l'œstrogène sur l'utérus. Pendant la phase lutéinique, c'est une action combinée, mais principalement, c'est la progestérone qui agit sur l'utérus. Donc, comment agissent les hormones
ovarienne sur l'utérus. Analysons une autre série d'expériences réalisées sur 3 souris femelles adultes. Pour la première souris castrée depuis 1 mois, on injecte l'oestrogène. Il y a développement de l'utérus avec contraction du myomètre, reprise de la prolifération de l'endomètre, mais qui reste limitée. Formation des glandes en tube et des vaisseaux sanguins. Donc, l'oestrogène stimule le développement de l'utérus, la prolifération de l'endomètre, la formation des vaisseaux sanguins et des glandes en tube avec les contractions du myomètre. Sur la deuxième souris, toujours castrée, on injecte directement la progestérone, qui n'a aucun effet sur l'utérus. Il reste atrophié sans aucune prolifération de l'endomètre durant la période des injections. Ce qui nous amène à dire que la progestérone à elle seule ne pourra pas agir sur l'utérus. Par contre, pour clarifier les choses, sur la souris 3, castrée, on injecte des oestrogènes pendant quelques jours et puis après la progestérone. Il y a tout d'abord le développement de l'utérus, comme restauration de tout caractère sexuel secondaire, la contraction du myomètre, la prolifération de l'endomètre, et puis cette prolifération continue pour former la dentelle utérine, et les contractions du myomètre vont s'atténuer jusqu'au silence utérin. Donc, la progestérone provoque la ramification des glandes et la spiralisation des vaisseaux sanguins avec inhibition des contractions du myomètre. L'oestrogène, bien évidemment, sensibilise l'endomètre à l'action de la progestérone. C'est-à-dire la progestérone ne pourra agir sur l'endomètre utérin que s'il est déjà sensibilisé par l'action d'oestrogène. Pour récapituler, nous avons ici le cycle ovarien parallèlement au dosage des taux des hormones ovariennes et le cycle utérin. Pendant la phase folliculaire est synchronisée avec les phases menstruelles postmenstruelles. Pendant cette phase folliculaire, les follicules en croissance vont sécréter l'oestrogène et l'oestrogène va agir sur l'utérus pendant cette période. Donc l'oestrogène pendant la phase postmenstruelle permet la prolifération de l'endomètre, formation des glandes en tube et spiralisation des vaisseaux, ou bien la prolifération tout d'abord des vaisseaux sanguins. Pendant la phase lutéinique, le corps jaune qui est formé sécrète la progestérone et cette progestérone va agir, va continuer le boulot déjà qui est commencé par l'oestrogène et spiraliser les glandes qui deviennent sinueuses et spiraliser plutôt les vaisseaux sanguins. L'endomètre sécrète fortement le mucus et le glycogène. La fin du cycle est marquée par la dégénérescence du corps jaune à l'origine de la chute des taux des hormones ovariennes. Bien sûr, cette dentelle utérine qui est formée, c'est comme un toit qui a été fondé sur des piliers. Une fois on enlève les piliers, le toit chute. Donc, automatiquement, il va y avoir à la chute des hormones ovariennes en absence de fécondation, la destruction partielle de l'endomètre pour démarrer un nouveau cycle avec les menstruations nouvelles. Voilà. Donc, passons maintenant à une évaluation par QCM. On va indiquer les bonnes réponses. Le muscle utérin ou myomètre se contracte. D'ailleurs, nous avons vu qu'il se contracte pendant la phase menstruelle et post-menstruelle. Donc, sous le contrôle des oestrogènes, sous le contrôle de la progestérone, au cours de la phase prémenstruelle, au cours de la phase post-menstruelle. Pour ne pas avoir des confusions, je vous conseille, lorsqu'on lit un item au niveau d'un QCM, il faut réfléchir tout d'abord. Il faut rassembler les informations qu'on a en tête pour pouvoir répondre, parce qu'un QCM peut induire un élève en hésitation. Donc, les bonnes réponses, A et D. Deuxièmement, les menstruations résultent de la formation du corps jaune, la dégénérescence du corps jaune en absence de fécondation, l'augmentation des taux sanguins des hormones ovariennes, la chute des taux d'œstrogène et de progestérone. Donc les bonnes réponses,
B et D. Troisièmement, le document ci-contre représente chez une femme la variation du taux d'une hormone A pendant un mois. Analysons un peu donc, le document avant de lire même les réponses. Donc, cette hormone, sous forme d'un pic large pendant 14 jours seulement, d'accord? Donc, c'est certainement la progestérone, avant même de lire les réponses. Le cycle commence le 4e jour du mois, le cycle suivant, le 29e jour, donc 29 moins 4, donc il s'agit d'un cycle de 25 jours. Donc maintenant, la réponse est claire. La durée de son cycle est de 28 jours, la durée de son cycle est de 25 jours, on l'a déjà deviné, ou bien trouvé. L'hormone A est la progestérone, l'hormone A est l'oestrogène. Donc les bonnes réponses, B et C. Un autre exercice d'évaluation. Afin de comprendre la fonction endocrine des ovaires et leur relation avec l'utérus en première étape des dosages d'hormones ovariennes H1 et H2 chez une femme saine pendant la période allant du 1er au 31 juillet, ont permis de tracer les courbes du document 1. Sur le même document sont représentés les schémas des structures S1, S2 au niveau des ovaires, observés séparément pendant cette période. La première question, identifier en le justifiant, on a rajouté en justifiant, mais lorsqu'on demande d'identifier, il faut mettre la justification. Ce n'est pas nommer ou citer. Donc, les hormones H1 et H2, les structures S1 et S2, et les phases A et B. Donc, on va répondre petit à petit. Donc, pour cette première question, la structure S1, elle montre des cellules lutéales sans aucun gamète dans cette structure, avec la présence des deux TEC. Donc, c'est le corps jaune. La structure S2 montre un antrome volumineux, des cellules de la granulosa, le tout enveloppé par deux TEC, mais la présence donc d'un gamète qui est excentrique. Passons à la structure S2. Donc, nous avons une structure avec une grande cavité folliculaire, l'antrome, les cellules de la granulosa, le tout enveloppé par les deux TEC, avec un gamète qui est excentrique, donc c'est le follicule de Graaff. L'hormone H2, qui est présente tout le long du cycle avec deux pics, c'est l'oestrogène. L'hormone H1, ici, pendant du 1er au 15e jour du mois de juillet, donc pendant 14 jours, et absente pendant le reste du mois, c'est la progestérone. La phase A, avec présence de deux hormones ovariennes et une durée fixe de 14 jours, du 1er au 15. C'est la phase lutéinique, alors que la phase B est caractérisée par la présence d'une seule hormone ovarienne, c'est l'oestrogène. C'est la phase folliculaire. La deuxième question porte sur une expérience de parabiose de deux rats adultes. R1 qui est normal, R2 qui est castré, donc castration bilatérale, on a enlevé les deux ovaires. Donc le résultat de la castration, ça sera la régression des caractères sexuels secondaires, y compris l'atrophie de l'utérus et la suspension de son cycle. Donc ces troubles sont rétablis à la suite de la parabiose. La question, c'est d'expliquer les résultats de cette expérience, sachant que la parabiose est une liaison sanguine cutanée qui relie les deux femelles. Donc, certainement que les ovaires de la première rate agissent à distance par voie sanguine sur l'utérus de la deuxième par la sécrétion des hormones ovariennes, ce qui permet le rétablissement de la taille normale de l'utérus et son activité cyclique. Passons à la troisième partie, qui est une analyse clinique. On réalise le dosage des hormones ovariennes chez deux jeunes femmes
qui s'inquiètent de l'absence de menstruation avec d'autres troubles sexuels. Le document 3 représente les résultats. Regardons ici, réfléchissons un peu sur le document. Donc, on note des taux pratiquement faibles, constants, des deux hormones ovariennes sans aucune variation cyclique. La question, c'est, à partir de ces résultats et en faisant appel à vos connaissances, justifier l'absence des menstruations chez les deux femmes en évoquant l'action des hormones ovariennes sur l'endomètre. Donc, l'absence des menstruations est-elle justifiée tout d'abord chez ces deux femmes? Donc, bien sûr, la prolifération de l'endomètre est le résultat de l'action des taux des hormones ovariennes et les menstruations, c'est la destruction partielle de cet endomètre à la suite de la chute des hormones ovariennes. Donc, dans notre cas des deux femmes-là, il n'y a même pas les hormones ovariennes pour proliférer l'endomètre. Donc, il n'y a pas de prolifération de l'endomètre pour qu'il y ait menstruation. Automatiquement, l'absence de menstruation est justifiée. Nous avons terminé avec cette évaluation d'analyse. J'espère que ça a été bien clair et bénéfique pour vous. Merci pour votre attention, mes chers élèves, et au revoir.